Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre au Festival international des métiers de la montagne. Vous êtes sur une table ronde qui va parler promotion et valorisation. Et on va s'intéresser plus particulièrement à ces nouvelles clientèles qui viennent fréquenter les territoires de montagne. Et avec moi, j'ai Frédéric Michel Villaz, président du comité départemental des clubs alpins et de montagne, qui est l'organisateur de cette table ronde. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent sur cette table ronde, effectivement, qui va traiter d'une belle question qui est les refuges de montagne. Préambule, je tenais, au nom de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, à remercier Montanea pour sa pugnacité à avoir maintenu ce festival très important sous une forme différente des années précédentes. Merci également à tous les intervenants, à toutes les personnes qui vont défiler sur cette table ronde. Je suis sûr qu'on aura des échanges très intéressants et de belles perspectives pour le futur. Merci David. Eh bien, on est parti dans cette nouvelle aventure digitale. Alors, je vais mettre en place, si c'est possible, d'avoir la diapo. Pour l'instant, je n'ai plus la main dessus. Voilà, merci. Donc, vous avez peut-être pu visionner effectivement le petit clip d'introduction. Si je vous dis que le monde change, le monde évolue, je pense que je ne serai pas du tout contesté par rapport à ces affirmations et qu'effectivement, notre montagne, elle n'échappe pas non plus à ces évolutions. Et d'ailleurs, on peut s'en réjouir, hein, il ne faut pas simplement avoir des craintes, parce qu'on a sûrement une carte à jouer, nous les montagnards, les territoires, parce qu'on a réellement du potentiel pour faire en sorte que ces beaux paysages puissent profiter au plus grand nombre. Alors bien sûr, les clientèles, les visiteurs, les consommateurs, peu importe le nom qu'on leur prête, hein, on remarque qu'ils sont en pleine évolution. Leurs valeurs de référence, leurs attentes, leurs comportements et leurs pratiques changent structurellement, même si la demande est toujours segmentée autour de la catégorie socio-professionnelle et du revenu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a de nouvelles tendances qui se dessinent. Alors aujourd'hui, il nous a semblé important, avec nos partenaires, le syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape et le parc national de la Vanoise, de prendre un temps pour évoquer avec vous justement les actions qui sont entreprises sur le terrain pour faire en sorte d'accueillir correctement ces nouvelles clientèles et puis de savoir aussi comment on s'inscrit dans l'avenir. Je crois que c'est ça qui est important de nos jours. Il y a beaucoup de choses qui sont posées sur la table, mais des fois j'ai un peu la sensation que ça part dans tous les sens. Et le but de cette table ronde, c'est déjà de partager un constat avec des gens de terrain, que ce soit nos gardiens qui accueillent justement ces nouvelles clientèles, que ce soit avec des chargés de développement, des techniciens qui sont aux manettes derrière pour construire justement une offre, une communication, une éducation pour faire en sorte que la montagne profite au plus grand nombre. Et puis bien sûr avec je dirais, le monde politique. On a Frédéric Michel Villaz qui est président du comité départemental pour savoir comment on se saisit justement de toutes ces questions. Et on aura l'éclairage de Victor, qui était anciennement technicien randonnée au conseil départemental de la Savoie et maintenant qui travaille pour le comité départemental de randonnée pédestre, pour nous apporter justement ce regard sur comment on analyse ces évolutions et vers quoi on tend pour apporter des solutions. Alors, j'ai déjà des premières questions qui sont posées. Peut-on parler de consommation de la montagne? Faut-il répondre à cette idée ou sortir de la montagne de ce concept qui, selon moi, la grignote? Jusqu'où on peut aller justement dans le développement? Pierre-Antoine, je retiens ta question. On y apportera réponse au cours de cette table ronde. Mais sans plus tarder, on va donner la parole à nos gardiens, d'accord? Et je vais demander à Thierry Margeron de monter sur scène, à Anouchka Archdi de monter sur scène, mais je crois qu'Anouchka rencontre quelques difficultés, à Rosen Olichon et à Julien Militon. Donc,
Voilà, merci. Alors, malheureusement, je crois que Anouchka, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, a quelques difficultés pour rejoindre cet espace virtuel. Mais voilà, on est engagé et on va continuer. Eh bien, écoutez, bonjour à vous trois. Donc, petit tour d'horizon, Tim, tu es gardien au refuge de… Un refuge du fond d'Ossois, Voilà. en Vanoise. Voilà, massif de la Vanoise. On va passer à Rosen. Petite présentation. Bonjour, donc je suis Rosen et je suis gardienne du refuge dans les Pyrénées-Atlantiques, le refuge d'Arémoulite. Merci Rosen. Bienvenue dans l'espace Savoie-Mont-Blanc, hein, de manière virtuelle. On va passer la parole à Julien. Bonjour, je suis Julien Militon, je suis gardien de refuge dans les Pyrénées, en Ariège, refuge d'Ambeis. Et j'interviens là au titre du président des gardiens de refuge des Pyrénées. Ça représente tout le massif. D'accord, merci. Alors, on a à peu près une petite vingtaine de minutes, tous les quatre, pour essayer de dresser un constat, de partager un constat. Est-ce que les clientèles évoluent en montagne? Alors, je vous pose la question et je pense que vous avez sûrement votre regard à nous faire partager. Qui veut commencer à prendre la parole? Moi, je peux. Allez, Julien, et ben, c'est parti. Ouais. Le constat est qu'effectivement, les clientèles évoluent. Par rapport à ton introduction, effectivement, on parle de clientèle ou de randonneurs. Nous, on a plutôt tendance à parler de randonneurs et de faire une distinction entre les randonneurs et les touristes. Quand on dit touriste, c'est une pratique estivale occasionnelle et qui n'est pas forcément toujours très bien préparée pour certains. Sinon, on n'a quand même pas vu, en tout cas sur les Pyrénées, pour avoir interviewé une grosse partie des gardiens pyrénéens, on n'a pas vu d'évolution particulière Covid sur la fréquentation des refuges cette année. Sur la fréquentation de la montagne et des abords des refuges, oui, mais des refuges proprement dit, non. Voilà. Et année après année, c'est vrai qu'on a vu, en tout cas sur les Pyrénées, alors peut-être qu'on est toujours, comme on dit, un petit peu en retard sur les Alpes et que les randonneurs et les clients aussi, mais on a quand même vu une bonne augmentation de gens qui ne connaissent pas les fonctionnements des refuges, qui ne connaissent pas forcément la pratique de la montagne, à qui il faut faire pas mal de pédagogie. Mais ce n'est pas encore trop, comment dire, pesant. D'accord. Donc, toi, Julien, effectivement, tu constates que la clientèle des refuges est en train d'évoluer sur les Pyrénées et que, en plus des randonneurs habituels que vous avez, d'autres clientèles viennent aussi profiter du refuge. Oui, après, ça fait plusieurs années qu'on communique aussi pour faire venir des gens dans nos refuges. Donc, c'est normal qu'on ratisse, entre guillemets, large et qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément habitués, qui arrivent jusqu'à chez nous. Hein, mais parfois surpris, parfois adaptatif, c'est très variable. On rencontre quand même pas d'énormes problèmes, comment dire, de fonctionnement avec les gens qui n'ont jamais pratiqué. Il y a eu des anecdotes cette année particulière parce que c'est une année particulière, mais ça n'a pas été non plus, comment dire, une prise d'assaut de gens complètement, entre guillemets, encore une fois, incompétents des refuges, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ça a plus été cette année une grosse augmentation sur la pratique journalière, vraiment où on a vu des gens comme jamais monter avec des glacières. Ça, c'est vraiment des anecdotes pyrénéennes qu'on a, des grosses glacières à la main sur 900 mètres de dénivelé ou sur 600 mètres de dénivelé. Mais plus on descend en temps de marche, plus ça s'avère vrai. C'est-à-dire que sur des refuges ou des secteurs de montagne accessibles en 1h30, 2 heures de marche, 1h30, 2 heures de marche, c'était très régulier de voir des gens exceptionnels comme ça. Dès qu'on arrive à 3 heures, 3h15, 3h30 de marche, on avait quand même moins d'anecdotes comme ça, quoi. Voilà. Ça restait une façon plus classique, on va dire.
Merci Julien. On va tout de suite voir si effectivement le constat que tu dresses, c'est quelque chose aussi qui est partagé au niveau du massif des écrins avec Rosen, qui est gardienne du refuge de Fonturba. Rosen, tu m'entends bien? Alors, Rosen, elle est gardienne du refuge d'Arémulie dans les Pyrénées. Ah, c'est un cas pour le fond de Turba. Alors, en tout cas, elle peut avoir des soucis de connexion. Ça, c'est souvent. Donc, gardienne des Pyrénées, tu partages pleinement les propos de Julien. Oui, tout à fait. Après, avec une petite nuance, je dirais, parce que il y a à la fois en effet des randonneurs, mais je dirais aussi quand même que selon l'accès que l'on a au refuge, sur les Pyrénées-Atlantiques, on le voit, que ce soit sur Ayous ou même sur Arémulie, parce qu'on a une proximité avec le petit train d'Artoust. Et je dirais même qu'on peut rencontrer ce qu'on appellerait des marcheurs et non pas, même pas des randonneurs. Et bon, ça, on le voyait depuis déjà 5-6 ans, je dirais. Hein, mais ça s'est vraiment accentué quand même cet été. Par rapport au Covid, puisque les gens sont restés sur le territoire. Après, voilà, sur un itinéraire classique, comme dit Julien, c'est clair que dès qu'il y a du dénivelé et de l'horaire et beaucoup de kilomètres, du coup, ça sélectionne quand même. Et là, on se retrouve avec donc des pyrénéistes et des alpinistes qui, là, connaissent bien la montagne. Et je dirais, heureusement qu'on a encore ce public-là en montagne, qui permet justement, par le biais de cette clientèle qui reste encore, de pouvoir, je dirais, entre guillemets, éduquer le nouveau public qui arrive là depuis quelques années. D'accord. Donc, effectivement, une évolution quand même qui est marquée depuis plusieurs années. Donc, même si cet été, on a quand même tous constaté vraiment un public très éloigné de nos montagnes, qui est venu dans nos montagnes, quand même, depuis maintenant plusieurs années, on sent quand même qu'on voit peut-être de plus en plus de familles dans les montagnes. Hein, c'est ce que vous expliquez, Julien et Rosen, ou de personnes qui ne sont pas forcément des randonneurs tous les week-ends et qui se disent à un moment donné, bah, moi aussi, je vais venir profiter du refuge, moi aussi, je vais venir m'évader et je vais venir partager une nuit en montagne avec mes amis, avec mes enfants. Disons que l'activité montagne, le refuge, c'est devenu au fur et à mesure du temps l'objet de la randonnée. C'est plus l'outil de la randonnée pour aller plus loin, mais c'est devenu l'objectif et c'est devenu le produit, entre guillemets, c'est la nuit en refuge, plus que le fait de marcher en montagne. Voilà. Ici, dans plein de refuges, si les gens pouvaient marcher 1 heure ou 2 en moins, ils le feraient. L'idée, c'est juste de passer un moment en montagne, dormir en montagne, sans forcément… certains ne savent même pas où exactement ils sont, et ce qui les entoure au-delà du refuge, ils n'ont même pas connaissance de la randonnée au-delà du refuge, quoi. Alors, pour engager un peu les débats, on a Christophe Reveret, qui est de Versant Sud, un consultant écotourisme, qui vient de me partager un lien. Alors, peut-être que vous le voyez aussi. Et notamment, on voit bien que le refuge, il intéresse plus que le randonneur. Il vient maintenant se mettre au cœur de produits. On peut venir au refuge en vélo. Le refuge peut être intégré aussi dans d'autres loisirs que purement les randonneurs ou les alpinistes. Il devient peut-être même un produit en soi, le refuge. Alors, je vais m'adresser à Tim, refuge de Fond-d'Ossois, que je connais bien, dans ce magnifique massif de la Vanoise, qui a quand même la particularité d'être pas très loin du point de départ, hein, à peu près 1h30, Tim, pour monter au refuge, depuis le barrage. Voilà, c'est ça, ouais, 1h30 pour 300 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment cool. Et nous, la clientèle familiale, elle a vraiment explosé ces 15 dernières années. Ça, maintenant, c'est une évidence, voilà, voilà, c'est indéniable, quoi. On a vraiment une clientèle familiale avec des enfants en bas âge, ça va de moins d'1 an des fois. Voilà. Donc, on est vraiment sur ce type de clientèle pour le Fond-d'Ossois, hein, parce que l'accès est facile et même pour les refuges alentours en Vanoise, c'est pas mal le cas aussi. Donc ça, je dirais que par contre, c'est pas forcément cette année, hein, ça date déjà on va dire bien une petite dizaine d'années où ça a vraiment commencé et là, on s'ancre là-dedans, hein, dans cette clientèle familiale. Après,
particulièrement cette année, eh ben, ce qu'on a eu, ce qui a explosé, c'est le passage, on en a parlé, et surtout le camping. Nous, on a les personnes en camping, elles ont, enfin voilà, je pense que ça a doublé, voire triplé le nombre de personnes en camping. Et c'est aussi, alors parce qu'ils ne voulaient pas dormir ou moins dormir en refuge à cause du Covid, mais aussi une autre façon d'approcher la montée aussi. Voilà, permettre d'être à côté du refuge et de bénéficier du confort du refuge, mais voilà, en dormant. Et, on a le même constat sur les Pyrénées, excuse-moi de te couper David, on a le même constat sur les Pyrénées, une grosse augmentation du bivouac qui amène aussi tout un public encore bien à l'écart des refuges, quoi, toujours un peu décalé. Mais doublé, voire triplé sur plein de sites le bivouac, quoi, effectivement. oui, mais alors, quand on parle de l'augmentation du bivouac x3, si je vous entends bien, est-ce qu'on est bien dans un élément très conjoncturel? Effectivement, l'hébergement collectif, on a bien vu cet été, a perdu un certain nombre de parts de marché, d'accord? Et vous l'analysez comme ça ou vous pensez qu'il y a une tendance plus profonde où les gens ont envie de vivre aussi peut-être des expériences, retour à la nature complète et effectivement avec des moyens, une manière d'approcher la nature au plus proche en dormant quasiment à l'extérieur? Moi, je pense Et à que… votre avis, c'est très conjoncturel au Covid-19? Non, ça a été accentué par le Covid-19, mais déjà les années précédentes, on sentait quand même que les gens ne voulaient peut-être plus ou ne voulaient pas, soit budgétairement aussi, limiter leurs vacances au niveau du tarif. Et du coup, être en bivouac, ça permet aussi une certaine autonomie. Ne pas être, je dirais, coincé avec des horaires aussi que l'on met en place dans nos refuges, nous, pour l'organisation de notre travail. Et ça permet justement aux gens de pouvoir voir la montagne différemment. Mais c'est vrai que c'est quand même un public qu'il faut bien éduquer justement parce qu'on n'arrive pas dans un refuge à n'importe quelle heure pour manger le soir, par exemple. Et ça, c'est quand même une problématique que l'on a depuis 2-3 ans par rapport au bivouac où ils croient qu'en arrivant à n'importe quelle heure le soir, un repas leur sera servi. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de la communication qu'on doit avoir auprès de ces gens. Voilà. Parce que quand je vous écoute, là, je pense qu'on est en train de parler de plusieurs publics. Parce que pour moi, la famille, elle aura quand même plutôt tendance à trouver en le refuge un élément de sécurité, un élément de confort. C'est sûrement plus compliqué pour une famille de mettre en œuvre une tente à l'extérieur, il faut la porter, tout ça, il faut monter à manger avec. Enfin voilà. Donc je pense quand même que moi j'ai l'impression que peut-être qu'on a une clientèle jeune qui se disent, ben voilà, moi je peux effectivement m'affranchir du refuge et ça me va bien d'être à côté, d'accord, tout en profitant éventuellement des services que le refuge me propose, hein, éventuellement boire ma bière, manger mon casse-croûte le soir, tout ça. Par rapport à tout ce que je vous dis là, vous voyez les choses comment? Moi, je pense que c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, le public bivouac, même en famille, c'est des gens qui avaient l'objectif de bivouaquer. Et c'est vrai que le fait d'être à côté d'un refuge, ça correspond à la sécurité. Donc, ils vont se sentir en sécurité à côté du refuge parce que c'est un habitat. Ils vont avoir l'eau, les toilettes, éventuellement le téléphone s'il y a besoin en cas d'urgence. Mais je pense que c'est quand même une volonté de leur part, de ces familles, de bivouaquer. Parce que voilà, ça fait partie aussi de vivre la montagne différemment. Et certainement que ils ne veulent pas spécialement être dans le refuge. Leur souhait, justement, c'est de pouvoir avoir la tente, de pouvoir voir le ciel étoilé le soir et d'avoir un esprit, on va dire, semi-sauvage, puisque du coup, voilà, ils vont être quand même dans la tente, mais pas loin du refuge, donc avec un élément de sécurité pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc si je comprends bien, ils souhaitent s'affranchir des contraintes collectives. Je rejoins Rosane là-dessus, en tout cas sur
Sur l'aspect collectif, ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens en tente maintenant qui en fait ne veulent plus dormir en dortoir. Ils voudraient des chambres et du coup ils préfèrent la tente au refuge. Et après, il y a quand même une vraie problématique financière et que en famille, quand on commence à avoir 1, 2 ou 3 enfants, ça commence à faire un budget et même en famille, c'est vrai qu'ils se rapprochent des refuges pour les raisons de blocs sanitaires, entre guillemets, de sécurité, comme disait Rosen, mais ça leur coûte quand même moins cher d'être en bivouac, quoi. Mais par contre, j'ai une question là. Quand justement les gens qui sont en bivouac, globalement, ils viennent manger dans le refuge ou ils mangent dans leur bivouac? Ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui sont en bivouac qui prennent le repas du refuge, ils le prévoient assez tôt, ils le réservent. Mais il y a aussi des gens qui sont, quand il fait beau, en fait, ils sont en extérieur, ils se débrouillent. Après, c'est vrai que les bivouaqueurs, c'est pas forcément très positif ce que je veux dire, mais c'est des gens qui ont besoin de rien, qui sont en autonomie, mais à qui il faut beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de table, c'est des gens qui ont besoin d'espace couvert, c'est des gens qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de toilettes. Et c'est vrai que c'est assez énergivore. Ça nous demande pas mal de temps, d'accueil et de discussions avec les bivouaqueurs, parfois pour rien. Et que, comme disait Rosen, c'est malheureusement beaucoup de gens en décalage temporel avec les refuges, parce qu'ils partent plus tard, ils sont plus libres, ils arrivent plus tard, et régulièrement, ils débarquent tard pour demander à manger. Cette année, c'était plus compliqué que d'habitude, mais quand ils arrivent à 7h, 7h30, parfois 8h moins le quart pour demander un repas, alors que nous, on a déjà plus ou moins presque fini le service, ou à 10h, 10h30 pour prendre une douche, c'est vraiment des gens qui n'ont pas forcément connaissance de ce que c'est qu'un refuge, quoi. Alors, là, ça réagit pas mal actuellement par rapport à ce qu'on est en train d'échanger ensemble. Donc, j'ai Philippe Larive, que je salue, qui est administrateur du comité départemental et qui nous glisse là, oui, bivouac au refuge, c'est aussi pour cause de réglementation. C'est vrai qu'on ne peut pas bivouaquer n'importe où. C'est vrai que le parc national qui est présent avec nous sur cette table ronde pourra nous l'évoquer tout à l'heure avec Jean-Luc Etchievan. Mais effectivement, en Vanoise, Tim, on ne peut bivouaquer qu'à proximité des refuges. Ouais, c'est ça. Et en plus, pas tous les refuges. Il n'y a que certains refuges qui sont autorisés. Alors, c'est en train d'évoluer. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que quelques refuges qui historiquement étaient surbookés ou souvent très pleins et où le bivouac a été autorisé. Et là, maintenant, ça s'étend à tous les refuges depuis. Alors, merci. Il nous reste 2 minutes avant de passer sur la deuxième séquence. Moi, je voudrais revenir un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé du bivouac, tendance. Effectivement, on a à nouveau un message de Christophe Reveret qui nous dit effectivement c'est une tendance qui est en train de fortement s'installer. Elle n'est pas forcément récente, mais elle s'est bien amplifiée cet été. Mais je voudrais revenir quand même à ce qu'on évoquait au départ et que Rosen évoquait très bien. On sent quand même un certain nombre de personnes qui fréquentent la montagne et qui n'en connaissent pas les codes. Et effectivement, on parle d'éducation, de culture à la montagne, tout ça. Par rapport à ces choses-là, comment voyez-vous les choses ? Il nous reste 2 minutes. Alors moi, je dirais que je le vois par rapport à une communication qui se fait en bas avant que les gens montent. Nous, on en fait en haut nécessairement. Ça servira à ces gens-là pour leur prochaine randonnée, pour leur prochaine montée en montagne. Mais si on veut avoir moins, je dirais, de secours ou autre, parce qu'on fait quand même beaucoup de bobologie là-haut dans nos refuges, pour sensibiliser ce nouveau public, il va falloir vraiment faire un travail en bas dans les fonds de vallée, voire même dans les grandes villes que l'on a dans les fonds de vallée, quoi. D'accord. Merci Rosen. Là, il nous reste à peu près 1 minute. Pour terminer ce premier plateau, Julien et Tim, vous nous livrez un dernier petit mot. On vous retrouvera tout à l'heure. Ouais, bah juste sur la nouvelle clientèle. Alors, bon, nous, c'est particulier. L'accès est super facile, encore une fois. Mais alors, donner de l'info, je suis d'accord avec Rosen, donner de l'info en bas, c'est très, très bien. Il faut faire attention à ne pas leur faire peur non plus. C'est une clientèle qu'on
qu'on prend un peu plus en main. Pour nous, on en a eu pas mal cet été quand même, vraiment des nouveaux qui débarquaient, mais complètement à 120%. Bon, ma foi, on les prend en main, ça donne un peu plus de travail. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympa aussi de leur faire découvrir un peu comment ça marche un refuge. Alors, ça prend du temps, on est d'accord. Si on peut faire le travail un peu à la bon, c'est bien, mais attention de ne pas leur faire peur non plus. Merci. J'ai regretté un petit peu de faire des mécontents parce que pas au courant de réservation ou d'horaire, alors qu'ils avaient à manger, quand même pas pouvoir manger au refuge. Donc, c'est un peu décevant de faire des mécontents. Mais je pense que par rapport à ce public-là, il faut peut-être penser à des infrastructures extérieures au refuge. Moi, j'ai la chance d'avoir des toilettes à l'extérieur, un point d'eau à l'extérieur avec un évier. Et c'était un extrêmement grand confort pour nous cet été vis-à-vis des gens en bivouac. Parce que quand on a dans le refuge et puis qu'on a 40 personnes dans le refuge et 80 sous tente, en fait, on triple la capacité du refuge rien qu'en leur permettant de rentrer à l'intérieur pour aller aux toilettes, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'il faut réfléchir à des infrastructures extérieures. Et l'information en vallée, c'est essentiel, sans faire peur. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie d'avoir des contraintes, en fait, quand on est en tente. Eh bien, écoutez, merci à Tim, merci à Rosen, merci à Julien. Bien sûr, vous restez avec nous. Je vous invite à quitter la scène et je vais accueillir maintenant nos chargés de développement. Donc, Chloé Doucet, chargée de développement hébergement à la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Camille Pluy, qui est chargée de développement au comité départemental Isère de la FFCAM. Cécile Munch, des Pyrénées-Atlantiques, pareil, chargée de développement. Et je pense qu'elle a bien entendu Rosen et les gardiens des Pyrénées s'exprimer sur ces questions. Et Jean-Luc Etchevan du Parc national de la Vanoise, technicien refuge. Voilà, bonjour à vous quatre. Merci d'être avec nous. Ça y est, maintenant, vous avez bien compris le système. On est parti pour une vingtaine de minutes d'échange. Et moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous avez bien entendu les gardiens? Parce qu'effectivement, ils ont eu des choses très, très précises qu'ils ont évoquées. Et vous, vous êtes quand même, je dirais, aux manettes sur un certain nombre de projets pour faire évoluer notamment la communication, pour réfléchir à la notion de bivouac auprès des refuges, pour réfléchir à l'aménagement des refuges. Donc déjà, première question à vous quatre, c'est est-ce que vous partagez leur constat? Pour vous, est-ce qu'effectivement, il y a une nouvelle clientèle, on n'a plus l'alpinisme d'autrefois, on a d'autres personnes qui vont en montagne, et on a évoqué les familles, un peu, pas tant que ça, et on a quand même parlé aussi d'un public qui ne voulait pas forcément de contraintes, d'accord, qui voulait s'affranchir un petit peu des règles collectives. Votre vision par rapport à tout ça? Qui commence à prendre la parole? Je regarde les mains se lever. Allez, on va commencer par Camille et ensuite par Camille. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, on peut que partager le constat des gardiens puisque c'est quand même eux qui sont là-haut toute la saison et qui sont au contact du public. Et du coup, effectivement, donc on essaye de mettre en place, nous, en tant que chargé de développement sur la promotion, valorisation des refuges, des outils de sensibilisation du public qui vont s'adresser à certains types de clientèle. Du coup, on parlait des bivouacs, alors je pense qu'il va y avoir un travail plus sérieux à mener à ce niveau-là. Par contre, nous, ce que je peux partager comme expérience, c'est la création d'une brochure refuge en famille qui permet de centraliser un petit peu toutes les offres qui sont à destination des familles. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une brochure qui devrait s'afficher bientôt à votre écran. Tout à fait, Camille. Alors, c'est pas tout à fait cette diapositive que je voulais montrer. Alors, hop, juste la première.
Voilà, en fait, c'est du coup une brochure qui a été, donc c'est un label FFCAM et qui permet de valoriser les refuges qui ont des offres adaptées aux familles. Et donc, ça concerne on a cette brochure sur le territoire des Écrins, mais il y a la même brochure sur le territoire Savoie-Mont-Blanc. Et cette année, avant qu'il y ait cette histoire de Covid, on avait pensé faire une réédition papier. Du coup, on n'a pas pu se lancer dans la réédition papier, mais on a quand même fait une édition web qui permettait d'intégrer notamment toutes les mesures de recommandations de comment rejoindre nos refuges cet été dans ce contexte de déconfinement et de pandémie. Voilà. Et évidemment, ce travail, on tient à le faire avec les gardiens, mais aussi les collectivités locales. Donc, c'est un exemple. Voilà, je peux laisser la parole à mes collègues. Oui, alors, petite réaction, hein, parce que ça réagit sur le chat, donc que je salue, Hervé Bélisson, que je connais. Donc, bien sûr, hein, cette brochure est en format dématérialisé sur l'ensemble des sites web de la FFCAM et aussi elle est communiquée par le Parc national de la Vanoise. C'est des brochures qui ont été fabriquées, réalisées en partenariat et elles doivent répondre complètement à la question de Rosen. Hein, et Cécile, c'est une perche qui était tendue là, hein, de dire voilà, c'est de la communication en bas pour mieux aller en haut. Merci Camille en tout cas pour cette présentation. Je pense qu'on en reviendra hein, sur Refuge en famille. Et je vais donner la parole à Chloé. Chloé qui est chargée de développement hébergement à la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Donc en fin de compte, c'est la cheville ouvrière de la politique promotion et valorisation de la fédération. Et je pense qu'elle peut nous dire plein de choses. Chloé, à toi. Merci David pour la présentation. Ce que je peux dire dans un premier temps, si je réagis directement sur Refuge en famille, mais je pense que ça vaudra le coup d'y revenir juste après, c'est un dispositif qui, en plus de promouvoir les refuges, permet de sensibiliser aussi, de donner des clés au public pour préparer leur séjour et d'avoir justement les bons codes à adopter avant de se rendre au refuge. C'est un dispositif qui, nous souhaitons, qui fonctionne bien, qui est très apprécié, qui a été initié sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc et qui a eu un grand succès, qui est quand même, qui est aujourd'hui bien référencé, qui est bien connu sur le territoire et qu'on souhaiterait déployer également à l'échelle des Pyrénées idéalement. Ça, c'était pour la parenthèse refuge en famille. Je me permets de revenir à ta première question, David, oui, qui était le partage du constat. Je suis entièrement d'accord avec Camille et avec forcément du coup les gardiens, parce que c'est eux les premiers à constater directement le profil du public qu'ils accueillent ou qu'ils voient passer sans forcément accueillir. Nous, on a pu constater à notre échelle qu'on fait un questionnaire au niveau de la fédération pour les clients qui sont passés dans les refuges. On leur fait passer un questionnaire. Et sur les retours qu'on a, ce qu'on a pu constater cette année, c'est qu'il y a eu une forte augmentation des premières expériences en refuge, d'une première nuit en tout cas en refuge. Actuellement, on est autour de 45% des répondants. Et là, on était à près de 55% des répondants. Donc, plus d'une personne sur deux qui répondait au questionnaire passait pour la première fois une nuit en refuge. Donc, c'était une donnée qui était assez intéressante. Et puis également, le même constat, un constat vraiment d'un public plus jeune et plus familial. Mais voilà, peut-être que c'est lié également à la situation sanitaire ou actuelle qui faisait que c'était plutôt des publics plus jeunes qui se rendaient dans des hébergements collectifs comme ça. Effectivement, des chiffres que tu nous livres, Chloé, qui sont très intéressants et qui montrent bien qu'en l'espace de 10 ans, on a quand même la clientèle refuge qui a bien évolué. De l'alpiniste aguerri, on va plutôt maintenant vers le randonneur ou le baladeur, d'accord, voire la famille qui va au refuge. Et ça devient le refuge un objectif en soi. Hein, c'est vrai qu'avant, le refuge était un lieu de passage. Et l'objectif, c'était d'aller là-haut sur la cime. Et pour certains, ils viennent au refuge
Et c'est l'objectif de la balade. Tu confirmes? Tout à fait. Eh bien, on va passer à Cécile, qui va nous amener cette vision des Pyrénées. Hein. Elle a bien dû écouter Julien et Rosen, deux gardiens des Pyrénées. Cécile est arrivée dans les Pyrénées-Atlantiques maintenant il y a un peu plus d'un an, hein, sur le poste de chargé de développement. Oui, tout à fait. Bah, Voilà, du coup, une création de poste. Donc, effectivement, la question refuge, forcément, elle est dans ta feuille de mission, Cécile. oui, complètement. Donc déjà sur les constats partagés, donc nous sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, suite à cet été 2020, on a eu la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu une réunion avec les différents acteurs sociaux professionnels du territoire menée par l'ADT pour essayer de faire un constat de ce qui s'est passé sur le territoire en montagne cet été. Et en effet, ils nous ont, grâce à leur observatoire des OT, des offices du tourisme, pardon, ils nous ont bien confirmé que le public qu'on a trouvé cet été en montagne, notamment le nouveau public, était bien des familles et des jeunes. Voilà. Ça, c'est un premier point. Concernant les refuges, en effet, il y a une volonté de déployer le dispositif refuge en famille sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Ça a été un petit peu freiné avec le Covid et d'autres priorités qu'ont eu les gardiens cet été, mais la volonté est bien là. De relancer tout ça dès l'année prochaine. Voilà. En plus d'une brochure d'information, il nous paraissait important d'y inclure un point qui était aussi proposer aux gardiens de les accompagner à l'accueil des familles pour les gardiens qui le souhaiteraient. Accueil grâce à du matériel spécifique, l'accueil aussi qualitatif. Voilà. Donc, il nous semblait que c'était un point important à travailler pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles clientèles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Donc ça, c'est un petit point. Ensuite, le comité départemental développe aussi d'autres actions pour sensibiliser et pour faire passer cette culture montagne dont on a parlé tout à l'heure, notamment auprès des plus jeunes. Par exemple, on travaille à mettre en place un catalogue d'offres auprès des scolaires, voilà, sur différents points, pouvoir les amener dormir en refuge, justement, par exemple. Sur de la sensibilisation aussi, à l'orientation, à la carto, neige et avalanche dès le plus jeune âge, avec des scolaires, notamment des collégiens, des vallées de montagne, mais pas que. Il nous semble important de pouvoir l'ouvrir aussi au grand public, on va dire. Voilà, et puis j'ai relevé aussi une action assez intéressante qu'on mène depuis un an à peu près, sur le 64, qui est ouvert à tous les pratiquants des sports de nature qui sont fédérés et pas que, puisque c'est une action qu'on mène avec les autres fédérations sports de nature, donc rando, kayak, etc., spéléo, FFRP, voilà, sur des points de sensibilisation, des questions transversales, conduite à tenir en cas d'écobuage, par exemple, conduite à tenir envers les troupeaux en montagne. Voilà, donc c'est des actions qui ont du succès, qui sont intéressantes parce qu'il y a c'est interfédération et surtout on touche le plus grand nombre à travers ces questions-là. Et notre prochaine action, on le fait sous forme de webinaire du coup, comme là, sur tout ce qui est est-ce que la montagne est un espace de liberté. Voilà, donc ce sont des actions de sensibilisation qui ont aussi vocation à sensibiliser le plus grand nombre, et puisqu'on est de plus en plus nombreux en montagne. Et voilà. Donc, merci Cécile. On va essayer aussi de donner la parole à Jean-Luc, et je voudrais vous reposer quelques questions. Et puis, pas oublier la question de Pierre-Antoine Rousseau, qui parle de la consommation de la montagne. Effectivement, est-ce qu'actuellement on est dans un déséquilibre, un équilibre? Effectivement, on souhaite quand même accueillir un maximum de personnes, mais il faut le faire correctement. C'est vrai qu'il y a une grosse pression sur nos refuges, il y a des problèmes environnementaux qui peuvent être posés, c'est pas facile de faire fonctionner un refuge. Alors ça tombe très bien parce que Jean-Luc, qui est technicien au Parc national de la Vanoise, cet espace remarquable, préservé, et qui est obligé de jouer avec cette double donnée, à la fois préserver, mais aussi à la fois accueillir. Et vous devez trouver le bon équilibre. Jean-Luc, vous avez 16 refuges en Vanoise. Comment voyez-vous les choses?
quelles sont les remontées que vous avez? Est-ce que tu partages pleinement les propos des 3 gardiens qui ont évoqué le bivouac, les nouvelles clientèles, tout ça? Jean-Luc? Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est une bonne remarque que tu as fait sur la double casquette parce que notre rôle premier, c'est déjà gestionnaire d'espaces protégés. Ça, c'est notre métier. Et donc, la deuxième casquette qui est gestionnaire de refuge, enfin propriétaire de refuge. Nous, les refuges, on les aborde surtout comme des outils de sensibilisation à l'environnement. Donc, c'est effectivement des hébergements pour ça permet d'accueillir les randonneurs, enfin tous les pratiquants de la montagne en général. Mais c'est aussi et surtout pour nous des outils qui nous permettent de faire de la sensibilisation à l'environnement, alors à travers les bâtiments, qu'on essaye d'être le plus adapté possible, mais également et surtout à travers les gardiens du parc qui sont, c'est inscrit dans leur contrat, des ambassadeurs du parc. Donc voilà, je tenais à ajouter ça. C'est vrai que c'est un peu particulier au milieu du monde des propriétaires de refuges d'avoir, voilà, pour nous les refuges font vraiment et pleinement partie de la stratégie touristique de l'établissement et on essaye au maximum de les faire interagir avec les structures touristiques des vallées. Voilà pour la petite présentation. Après, pour ce qui remonte des gardiens, je suis vraiment en phase avec ce qu'ils disent sur la plupart des éléments. Ce qui ressort chez nous de la manière la plus flagrante cet été, en dehors du fait que c'est un été qui est complètement atypique, complètement original du fait du Covid, voilà, qu'on a découvert au fur et à mesure de son déroulement. Nous, ce qui ressort, c'est l'explosion du bivouac, en fait. C'est-à-dire, en moyenne, on a quasi un doublement du bivouac sur les refuges parcs, sur les 15 refuges gardés, avec certains refuges qui ont multiplié par 4 et qui sont complètement... on a complètement été débordés sur certains endroits par le bivouac. Donc, par rapport à ce que disait Tim tout à l'heure, effectivement, le bivouac, jusque-là, était ouvert autour de certains refuges et pas tous, ça dépendait de leur distance par rapport au parking ou au village. Depuis l'an passé, il y a eu un changement de la réglementation du parc et cette année, on a 20 refuges sur 22 qui ont des zones qui sont autorisées au bivouac autour donc, de la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est une stratégie de l'établissement pour ouvrir la montagne à des clientèles différentes, notamment des jeunes, notamment peut-être des gens qui ont moins de revenus. Voilà, et ça a vraiment explosé cet été, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, faut être honnête. Voilà, et donc ça va être l'objet de discussions assez importantes avec nos gardiens pour voir l'année prochaine comment maîtriser ça un peu mieux. D'autant plus qu'on en a beaucoup qui ne réservaient pas, qui n'avaient que peu de connaissances du milieu dans lequel ils arrivaient, à des heures indues, qui demandaient à manger en arrivant à 8h ou 8h30 le soir. Donc pour nous, c'est un vrai sujet. Voilà, après, par rapport aux années précédentes, effectivement, le contexte fait qu'on a eu plus de jeunes et plus de jeunes adultes notamment, plus de familles qu'habituellement. Voilà, donc... et qu'il y a eu parce qu'en fait, nos refuges, on a diminué la capacité d'hébergement de 30 à 50% environ du fait du protocole sanitaire. Et par contre, on a certains refuges, donc là aussi je rejoins les gardiens qui se sont exprimés, on a certains refuges les plus proches des parkings, on va dire, qui sont fait exploser en journée, sur la fréquentation en journée. Et bizarrement, on a quelques tout petits refuges de l'ordre de 400-450 nuitées par an qui ont largement augmenté leur fréquentation parce que justement, on avait ouvert le bivouac et qui ont fait mieux que ces dernières années. Voilà en gros mon retour rapidement. Alors, à vous entendre les uns et pour reprendre la question de... visiblement, les gens maintenant consomment entre guillemets la montagne de manière différente. Le refuge serait-il passé de mode?
ou est-ce qu'on est plutôt sur un élément conjoncturel, hein, où effectivement tout ce qui était hébergement collectif faisait fuir? Comment on va effectivement accompagner cette tendance? Chloé, c'est une réflexion qui a été engagée à la Fédération française des clubs alpins et de montagne? Sur comment, tu peux répéter la question? Bien sûr, sur la question du bivouac, hein, on voit effectivement que moi, je ne l'avais pas vu forcément comme quelque chose de central, mais c'est vous qui avez apporté les éléments. Donc, c'est vrai que c'est ce qui ressort de cette table ronde. Une nouvelle manière de consommer, entre guillemets, hein, de pratiquer la montagne, le bivouac. C'est vrai que la fédération, 123 bâtiments sur l'ensemble du périmètre national, il y a des enjeux quand même importants qui sont derrière. Et comment tu penses que cette réflexion va être engagée au niveau de notre fédération? Est-ce que c'est déjà des choses qui sont en piste ou pas du tout? On est encore dans la phase des constats? Alors, je sais que je ne suis pas de près le sujet de bivouac, donc je ne pourrais pas répondre à ta question concrètement. Après, je connais quelques problématiques qui y sont liées. Hein. Il y a, comme on disait, des fois, quand c'est sur des zones de parc, c'est interdit. Après, en termes de bâtiment, lorsqu'on rénove un bâtiment, maintenant, on prend en considération cette notion de bivouac, parce que justement, pour pouvoir accueillir correctement le public qui va justement bivouaquer à côté du refuge, on ne va pas prendre en considération seulement la capacité du bâtiment. En tout cas, on entame une réflexion là-dessus sur est-ce qu'on augmente du coup les services parce qu'il y a du possible bivouac ou pas. Il y a des réflexions autour de ça. Après, je ne pourrais pas malheureusement te dire plus de réponses par rapport à ça, David. Pour terminer cette deuxième séquence, hein, on arrive déjà au bout de nos 20 minutes, ça passe très très vite. Je vous pose une question et j'attends une réponse rapide de votre part. Visiblement, quand même, le refuge, il est synonyme d'un certain nombre de valeurs. Effectivement, quand on est dans un refuge, on mange tous à la même table. On va partager un dortoir. On est sur des valeurs collectives. Et alors, on sent bien hein, que la crise sanitaire actuellement est en train de percuter de plein fouet justement cet ensemble de valeurs. Mais est-ce que vous pensez que ce repli sur soi, c'est plutôt une tendance de fond, d'accord, qui est en train de s'opérer depuis plusieurs années, où on veut plus le collectif, ok, mais on ne veut pas trop supporter les contraintes qu'il porte. On est plutôt sur un individualisme qui est en train de monter et on est en train de le ressentir à travers nos bâtiments qui ramènent tout le monde sur le même pied d'égalité. Comment vous voyez les choses? Là, on est dans la prospective hein, complète. Hein, vous pouvez vous laisser aller. Hein, voilà, c'est conjoncturel, c'est ça que je voudrais savoir. Ou c'est quand même des tendances qui sont en train de s'amorcer et qui vont s'affiner au fil du temps. Moi, je vais essayer de te répondre, David. Je pense qu'effectivement, cette démarche d'individualisation de la société, ça fait déjà plusieurs années qu'elle se met en place et qu'elle s'accentue effectivement avec cette crise Covid. Encore que, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un élan de collectif et un besoin de collectif à la sortie de la crise qui sera... Bon, il faudra y réfléchir à ce moment-là. Et par contre, je voulais juste compléter par rapport à ce que Chloé disait, par rapport à la question des bivouacs. En fait, au niveau de la Fédération des clubs alpins de montagne, enfin, entre autres la question des bivouacs, mais surtout sur la valorisation et la promotion des refuges et des stratégies à mener sur l'avenir, on mène quand même des actions sur chaque territoire d'échange avec les gardiens. Vraiment, on est vraiment en contact direct avec les gardiens et c'est un travail qui se fait maintenant et qui va se perdurer et qui se fait effectivement chaque année. Mais il y a une vraie volonté là actuellement de développer de stratégies. Donc, si la question du bivouac est primordiale et essentielle, eh ben, ça peut être l'occasion de vraiment réfléchir en ce sens sur des actions à la fois de promotion, de valorisation, mais aussi d'aménagement. Voilà. Alors, merci Camille, hein, mais je vais demander à Chloé, Cécile et Jean-Luc d'être beaucoup plus succincts dans leurs réponses, hein, parce qu'il faut qu'on enchaîne sur la troisième séquence. Alors, par rapport à la question que je vous ai posée,
Quelques réactions? Allez, on donne la parole à Cécile. Oui, si tu veux. Enfin, difficile de répondre à ta question, mais et surtout, je ne vais surtout pas m'exprimer à la place de la fédération et de sa stratégie dans les prochains mois ou prochaines années. Mais en tout cas, globalement, en tout cas, ce que j'en retiens de tout ça et de cette nouvelle clientèle, c'est que je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Les personnes sont là, les clients sont là. On peut faire de belles saisons en montagne. Maintenant, il faut vraiment travailler à les accueillir. Il faut faire de la sensibilisation, il faut travailler la communication, il faut travailler le flux des personnes, parce que chez nous, on a vu que tout le monde était regroupé au même endroit, et ça fait 160 tentes autour d'un petit refuge qui est celui d'Ayous le même soir, plusieurs soirs de suite, donc c'est sûr que c'est compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est à travailler aujourd'hui, et voilà, après, en soi, c'est super que les gens aillent en montagne et soient là pour nos saisons. Ok, merci Cécile. Jean-Luc, on donnera la parole à Chloé pour terminer. Oui, donc écoute, nous, cette année, pour nous, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, notre stratégie, c'est d'accueillir les primo-accédants principalement. Alors, les familles, bien entendu, c'est important, mais également les gens qui connaissent pas ce milieu, voire qui en ont peur. Hein, donc, notre stratégie, ça va vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire, on est content d'avoir des nouvelles personnes. Effectivement, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop y mettre les pieds. C'est notre travail, de les aider à y être bien, de les aider à venir, de les rassurer quand ils y viennent. Donc, on a pas mal de supports ou de promotion, d'opérations de promotion qui vont dans ce sens-là et destinées vraiment à des personnes, des personnes qui ne connaissent pas trop ces milieux. Et voilà, donc pour nous, c'est un début. Le bivouac, ma foi, le bivouac, on verra, je ne développe pas plus parce qu'on est au bout. D'accord, merci. Chloé? Et pour finir, pour juste compléter, c'est vrai qu'on a pu constater que la fédération, c'est assez nouveau, ces sujets de promotion, de valorisation des refuges. Donc, il y a encore beaucoup à faire et tout à construire. On est ravis de pouvoir être présent, pouvoir avoir ces temps d'échange qui permettront de cibler plus précisément des actions. Ce qu'il en ressort, il me semble, c'est quand même qu'il est nécessaire de cibler, mieux cibler les messages à véhiculer en fonction des différents publics qui fréquentent les refuges. Et c'est sûrement des actions en ce sens qu'il faudra vers là où il faudra aller. Merci Chloé, merci à vous quatre, vous restez bien avec nous, hein, ça continue, vous aurez à intervenir. J'en profite pour passer 2 messages. Gilles Chapaz, qu'on connaît très bien, nous donne ce petit message. Les jeunes ont toujours cherché à éviter de payer, à rester entre eux, à éviter les plus âgés, à vivre leur aventure. Le matériel leur permet maintenant de s'affranchir du refuge, ça ne devrait pas changer. Donc effectivement, peut-être un segment très particulier de jeunes en montagne qui vont vivre leur micro-aventure. Christophe Reveren nous donne aussi un message. Il y a aussi parmi les nouveaux entrants un réservoir de jeunes adultes plus engagés et plus solidaires. C'est vrai qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, notamment sur les valeurs. Et je crois qu'effectivement, on a une société à la fois qui peut s'individualiser, mais aussi on a des fois des ressorts collectifs qui sont très forts. On voit à travers un certain nombre de mouvements citoyens. Et tu fais très bien de le rappeler, Christophe, et qu'on n'est pas sur une vision globale, un seul axe, une seule doctrine, mais qu'effectivement, on est bien face à un public complètement hétérogène, voire hétéroclite. Merci à vous quatre. Je vous laisse sortir de scène. On va accueillir notre 3e temps d'échange. Et je vais demander à Victor Vial, du comité départemental de randonnée pédestre Savoie, de monter sur scène. Jean-Luc et Etchevan peut rester avec nous, hein, d'accord, et Frédéric Michel Villaz. Bon, hein, ça fait déjà 53 minutes que vous avez vos oreilles bien ouvertes et vous avez entendu un certain nombre de choses, d'accord. De manière très courte, pour l'instant, vous vivez les choses comment? Intéressant, pas intéressant, déjà dit, redit, ou pour vous aussi, il y a des découvertes qui sont en train de s'opérer? Victor? Bonjour à tous, merci David.
Non, c'est très intéressant et ces échanges-là confirment bien tout ce qu'on peut observer au travers des études récentes et puis du travail sur le terrain cette année, plutôt de côté infrastructure pour ce qui me concerne. Effectivement, le bivouac, c'est quelque chose dont les collectivités s'emparent aussi. La Fédération française de randonnée, ils travaillent aussi en partenariat avec certaines collectivités. Je pense par exemple, nous, sur le GR 738, à cheval entre l'Isère et la Savoie. Voilà, c'est des questions qui se posent, ouais, effectivement. Donc, on est bien dans le… je rejoins les problématiques et le sujet. Ouais. Merci, Victor. Je te redonne la parole tout à l'heure. Frédéric Michel-Villaz, là, président quand même du comité départemental, la Fédération française des clubs alpins et de montagne ne peut être que attentive à tout ce qui est dit sur les refuges. On est propriétaire de 123 refuges sur le périmètre national. Une petite réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Non, je partage aussi l'ensemble des constats et j'ai envie de dire même notre position est une synthèse finalement de l'ensemble des échanges. C'est-à-dire qu'on est très attentif à accueillir de nouveaux publics parce que les jeunes qui découvrent la montagne, ce seront les montagnards de demain. On est attentif à être auprès des gardiens de refuge pour leur donner des outils adaptés et leur faciliter leur travail quotidien qui, même si c'est beaucoup de plaisir d'être en refuge, c'est aussi des contraintes professionnelles. On est aussi dans cet esprit d'ouverture, de partage et aussi de travail en partenariat. Et je pense que seul, on ne va pas loin. Et le refuge en famille, comme ça a été cité tout à l'heure, je pense qu'à la base, c'est aussi un travail en partenariat avec d'autres entités. On a commencé avec, bien sûr, le département. On a travaillé après avec nos voisins de Haute-Savoie. On a travaillé et on travaille toujours avec le Parc national de la Vanoise. Voilà, il y a vraiment une réelle volonté de travailler ensemble pour finalement un territoire et non pas une entité. Développer les refuges, qu'on développe les refuges du Club Alpin, c'est très bien, mais qu'on développe l'ensemble des refuges, c'est encore mieux, peu importe l'entité gestionnaire. C'est aussi, ces nouveaux publics, c'est, comme je disais, travailler en partenariat, c'est aussi avec les collectivités, très important, notamment, là, je parlais pour la Savoie, avec le département de la Savoie, avec une action dans les collèges, un plan montagne où on fait découvrir à X collégiens ce que c'est la vie en refuge. Et enfin, je crois que tout à l'heure, David, tu parlais de notions alors peut-être de repli ou de moins de partage sur la vie dans le refuge. Je pense qu'on est aussi à une période où on se doit de monter en qualité dans l'hébergement que l'on propose aux pratiquants de la montagne. Et force est de constater que le refuge où on est 30 couchés côte à côte n'est plus adapté pour plein de raisons et qu'on privilégie les petits espaces qui, du coup, sont aussi adaptés aux familles. On ne va pas mélanger les familles. Néanmoins, il y a aussi un point qui est très important et je tenais à les remercier parce que j'en vois beaucoup dans le fil des participants. C'est aussi, il faut savoir que c'est beaucoup de bénévoles aussi qui participent chaque jour à la vie et à l'organisation des refuges. Et je voulais aussi profiter de ce moment pour les remercier sincèrement. Voilà. Merci. Alors, je vais vous reposer une deuxième question. Jean-Luc, tu étais sur la séquence précédente, donc je ne vais pas te demander de redire ce que tu as pu dire. Donc, simplement, là, on a bien vu que sur la première séquence, voilà, on avait un constat du terrain. Sur la deuxième séquence, on a effectivement des personnes qui se saisissent de ces observations et qui doivent formuler des plans d'action, d'accord, pour essayer de répondre aux évolutions. Et on a vu des exemples, notamment refuge en famille. On n'a pas parlé des éductours. Tu as parlé, Frédéric, effectivement, de l'investissement sur le plan montagne, qui est une grosse opération justement pour faire connaître les territoires de montagne et la vie en refuge pour les jeunes Savoyards. Là, je vais m'adresser à Victor dans un premier temps.
qui a quand même piloté en partie l'étude qui a été menée sur Savoie-Mont-Blanc, hein, au niveau de la randonnée et de la balade. Et effectivement, il y a des indicateurs quand même très intéressants qui ressortent, justement pour qualifier qui sont ces nouvelles clientèles, quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Parce qu'effectivement, on voit bien que des fois, il y a un problème de code. Ils ne savent pas forcément bien comment fonctionne la montagne, d'accord? Mais on ne peut pas leur en vouloir si on ne leur aura jamais dit. Ouais, tout à fait. Alors, pour recontextualiser un petit peu, en fait, le point de départ de cette étude, donc, à laquelle j'ai eu la chance de participer, je salue les collègues s'il y en a qui sont derrière leur écran, donc, qui a été copiloté en fait par Savoie-Mont-Blanc Tourisme, les deux départements, Savoie-Haute-Savoie, et puis l'Agence alpine des territoires avec le cabinet Contour, et puis qui était accompagné d'un groupe d'experts dans lequel étaient présents un certain nombre d'acteurs de la randonnée, de la montagne, dont la FFCAM, toi David, et puis la Fédération française de randonnée, les accompagnateurs en montagne, voilà, pour essayer de rechercher en fin de compte quelles étaient les attentes des clients actuels en randonnée en Savoie-Mont-Blanc et éventuellement les attentes de ceux qui viennent pas. Pourquoi ça? L'idée, c'était en fait de partir du constat qu'on avait une baisse de fréquentation objective sur la saison d'été depuis 2003, qu'on n'a pas retrouvé les niveaux de fréquentation depuis 2003, et que le fait que la randonnée était finalement l'activité principale pratiquée sur nos territoires en été. Donc ça, c'était le constat. L'idée, c'était aussi de se dire comment on peut activer des leviers pour, c'est pas faire venir du monde pour faire venir du monde, c'est parce que derrière, on veut, l'ambition, c'est de faire vivre les territoires, les gardiens de refuge, je pense aux accompagnateurs en montagne, mais un peu plus loin, je pense aussi au monde pastoral, au monde agricole. Voilà, donc c'est comment on arrive à consolider ça. Effectivement, on a des tendances assez fortes qui sont ressorties, qui viennent bien confirmer tout ce qui a été dit finalement avant, dans le sens où on a un peu trois grands blocs de pratiquants qui se sont distingués. C'est notre premier bloc, c'est les passionnés, c'est vraiment la clientèle un peu historique, qui sont vraiment attirés par les standards de la randonnée, les lacs, les paysages, qui ont les codes du milieu montagnard, qui ont une bonne connaissance du fonctionnement des refuges, qui s'en accoutument. La difficulté, c'est que cette partie-là, c'est 6% de nos clients potentiels. Et la difficulté, c'est qu'on n'a aucun jeune dans ce groupe-là, ou très peu. Donc ça pose un problème en termes de renouvellement. Le deuxième gros bloc, ce qu'on a appelé nous les occasionnels, finalement, qui sont surtout attirés par l'expérience, une pratique plus douce, des randonnées de 4 heures maximum, entre 3 4 heures maximum, mais qui vont rechercher beaucoup plus de sens dans leur pratique. Ils vont pas marcher pour marcher, mais par contre, ils vont être très curieux de découvrir le territoire, etc. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Et on va dire toute la suite du travail, elle s'oriente là-dessus, vraiment sur ce gros bloc de personnes qui marchent un petit peu, qui ont un petit peu les codes, mais qui ont besoin d'être guidées. Et suite à cette première analyse, donc il y a un certain nombre de pistes d'action, de préconisations qui ont été émises et qui sont en cours de lancement au niveau de Savoie et de Savoie-Mont-Blanc, notamment sur la communication. On a décelé plusieurs problèmes de communication, à la fois sur la forme, c'est-à-dire aujourd'hui les collectivités, les offices du tourisme, quand on communique, on dit nous c'est trop bien, on a 300 randonnées journées, on a 20 tours en itinérance, et hop, on met tout ça sur Internet. Bon, ça c'est très adapté à notre segment de passionnés, parce qu'eux ils savent faire, ils vont se débrouiller, ils vont prendre l'info, ils vont aller la chercher. Par contre, pour notre potentiel de renouvellement, pour les gens qu'on veut peut-être attirer un peu plus, c'est plus compliqué, parce que ils vont rechercher, ok, mais si moi je veux vivre une expérience en bivouac, si je veux aller en refuge, quel choix je vais faire, qu'est-ce que vous me donnez comme clé pour faire mon choix? Voilà, donc ça c'était le premier problème sur la forme. Et puis sur le fond, globalement le constat c'était de dire on a une communication qui est très technique, qui est très pratique, c'est-à-dire on donne un dénivelé, un temps de marche, on donne une fiche topo,
et puis une photo éventuellement, et puis débrouillez-vous. Donc ça correspond pas tellement finalement aux besoins, aux attentes des clients, ceux que vous avez vus cet été, et puis des clients qu'on peut aller chercher, qui vont avoir besoin de contenu, qui vont avoir besoin de pouvoir se projeter aussi. Et puis le deuxième problème, c'est que ça ne nous permet pas non plus de donner de l'info sur comment vous comporter en refuge, qu'est-ce que c'est un refuge, qu'est-ce que vous allez trouver dans votre randonnée. Vous allez peut-être croiser des patous, des moutons, des agriculteurs, des forestiers, voilà. Et donc, comme on a une communication qui est finalement peu structurée, on donne tout en vrac, donc on n'est pas efficace et ça ne nous permet pas non plus de mieux cibler nos messages, de mieux apporter et de mieux tenir par la main finalement nos clientèles. Donc voilà, dans les pistes d'action, il y a vraiment un gros volet sur une remise à plat de la communication qui soit beaucoup plus thématisée, beaucoup plus attrayante et qui soit surtout partagée par tous les acteurs de la montagne en Savoie-Mont-Blanc. Voilà un peu la grosse tendance par rapport à tout ce travail. Écoute, merci Victor d'avoir fait une synthèse, je dirais quasiment parfaite de l'étude Savoie-Mont-Blanc. À travers tes propos, je reconnais tout à fait effectivement les différentes présentations qui ont été faites. Et on comprend bien tous les groupes de travail qui sont actuellement engagés, notamment il y en a un la semaine prochaine, justement, c'est comment traduire la difficulté technique. Effectivement, si on regarde la cotation de la FFRP en matière de randonnée pédestre, effectivement, c'est peu explicite pour, je dirais, un néophyte. Par contre, effectivement, un système de couleurs peut être beaucoup plus compréhensible. Donc, c'est ça, effectivement, qu'il faut qu'on arrive à adapter. Je me tourne vers Frédéric et Jean-Luc qui viennent d'entendre Victor effectivement dresser quelques éléments de l'étude Savoie-Mont-Blanc. Je pense qu'il y a des mots qui doivent vous faire réagir. Du coup, j'interviens. En fait, oui, sur ce que vient de dire sur le dernier intervenant, en fait, on est en train de retravailler notre schéma directeur de sentier. Nous, on a lancé le chantier en milieu d'été. Parce que justement, on aimerait que les randonneurs, les promeneurs, tous ceux qui viennent fréquenter la Vanoise, puissent avoir assez simplement une information facile à trouver sur le niveau de difficulté. Et nous, c'est vraiment l'ensemble des publics qu'on souhaite toucher. Alors, c'est sûr que la clientèle des passionnés, elle a besoin de relativement peu de choses. En fait, elle est très autonome, elle se débrouille bien toute seule. Par contre, les familles, ceux qui fréquentent nouvellement la montagne et les refuges, eux, ils ont besoin qu'on les accompagne un peu. Et donc, on a lancé le travail sur la révision du schéma directeur des sentiers et pour voir dans quelle mesure on peut mettre à disposition des gens une visibilité de la difficulté, du temps sur des choses simples. Et tu as dit le mot couleur. Moi, c'est le mot couleur qui m'a fait réagir parce que c'est exactement sur cette piste-là qu'on se dirige. Alors maintenant, je vais poser une question à Frédéric. Là, effectivement, on est en train de nous dire, souvent, nous, les acteurs de la montagne, on a eu une approche trop technique. En fin de compte, on parle de ce qu'on sait, mais on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément les prérequis pour comprendre ce qu'on leur dit. En termes de dénivelé, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour nous, ça nous parle, c'est intrinsèque. Alors, toi, Frédéric, qui est aussi instructeur au sein de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, qui est vraiment parfaitement engagé sur la formation, justement, ça doit te faire penser à des choses. Ça, comment arriver à transmettre cette culture montagne, comment arriver à la décliner, comment arriver à leur donner justement les codes pour pouvoir pleinement profiter à la fois des territoires et à la fois des activités. Je pense que ça peut, c'est toutes des actions qui peuvent se réaliser et qu'on mène aussi avec les territoires et où on va initier finalement le grand public aux activités, notamment si je reprends sur le secteur d'Aussois, voilà, avec des projets d'associer la pratique de l'activité, la découverte du territoire et aussi bien sûr les hébergements de montagne qui sont les refuges. Je pense que c'est tout un ensemble de choses que l'on peut mettre en relation pour que la montagne soit comprise et appréciée, parce que parfois la montagne peut être dure. Donc voilà, si on se met en difficulté, on ne va pas l'apprécier
comme il se doit. Après, c'est aussi l'objet du Club Alpin, c'est d'amener notamment ces nouveaux publics sur diverses actions d'initiation, de préparation à ces activités. Ça peut être le ski de randonnée ou la randonnée et ainsi de suite, pour que ils puissent découvrir l'activité, les activités, et justement ne pas être pris au dépourvu sur leur propre action de personnel à vouloir aller en montagne. Merci Frédéric. Victor, là en fin de compte, ce qui ressort de l'étude de Savoie-Mont-Blanc, c'est quand même très orienté, c'est nos spécificités. C'est qu'on a du mal à un moment donné à, entre guillemets, proposer, vendre notre territoire en montagne, parce que derrière, les gens s'y retrouvent pas trop bien, ils s'y perdent. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une offre en Savoie et Haute-Savoie qui est assez dense, qui a été développée de manière importante par les collectivités, par les fédérations. Et pour autant, quelque part, on est un peu victime de ça, dans le sens où on a envie de mettre en avant de manière exhaustive et sur le même plan un peu l'ensemble de notre offre. Ce qui fait que pour les personnes qui veulent venir, c'est un peu compliqué, quoi. Ils se retrouvent face à un mur de randonnée. Et la deuxième difficulté, c'est sur la temporalité des informations. C'est-à-dire que très souvent, on va mettre l'information sur les possibilités de randonnée, sur les incontournables, sur ce qu'il y a à voir. Au mois de juin, les programmes des accompagnateurs en montagne, on va les donner au mois de juin, au début juillet. Et on se rend compte qu'en fait, ça, c'est beaucoup trop tard, dans le sens où on était assez étonnés de ça, mais finalement, les gens, ils préparent leur séjour en montagne, ils préparent leur randonnée longtemps à l'avance, 3 mois, voire 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on switch un peu notre temporalité d'infos, la manière dont on va la donner, quoi. Après, je rejoins ce qu'a dit Jean-Luc sur voilà, la nécessité aussi de revoir un petit peu l'offre, sur les offres plus peut-être de randonnée un peu plus douces, et sur la question de l'itinérance en particulier et le lien au refuge, sur la construction d'offres un peu plus courtes aussi et un peu plus thématisées pour guider justement ces nouvelles clientèles. Un petit chiffre qui avait été donné par Savoie-Mont-Blanc à la dernière réunion, c'était que sur l'été 2020, on a eu effectivement 1 personne sur 4 en Savoie-Mont-Blanc qui était jamais venue sur notre destination. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, pour terminer cette 3e séquence et attaquer la 4e, quand même dire que l'été en Savoie-Mont-Blanc s'est plutôt bien déroulé, parce que les chiffres qui ont été communiqués par Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est plus 7 points sur l'hébergement. Alors, effectivement, tous les secteurs d'hébergement sont en progression, hormis le segment hébergement collectif, dont font partie les refuges. Mais ça, on le comprend, hein, dès qu'on met du collectif, ça a posé des difficultés à cause de la crise sanitaire. Mais c'est vrai que ça a été un magnifique été en Savoie-Mont-Blanc, où beaucoup de personnes sont venues à la montagne. Tu confirmes, Victor? Oui, alors c'est surtout vrai, moi les chiffres que j'ai, c'est surtout vrai pour le mois d'août, où effectivement on a eu un gros mois d'août avec plus 6 points de fréquentation par rapport à 2019. Le chiffre que j'avais, que c'était quand même sur l'ensemble de la saison juin-octobre une baisse, mais ça comprend vraiment tous les hébergements. D'accord, merci. Ouais. Eh bien, écoutez, on va passer à notre 4e séquence. Je vais demander à Victor et à Frédéric de rester sur le plateau pour l'instant, d'accord? Et je vais demander aux gardiens, donc à Julien, qui est président de l'association des gardiens des Pyrénées, de monter sur le plateau, et à Chloé Doucet. Donc, si vous m'entendez tous les deux. Voilà, Chloé va nous rejoindre. Donc, bien sûr, hein, si Cécile, si Camille, si Tim et si Rosen veulent intervenir, n'hésitez pas à me faire signe via le chat. On vous fera rentrer sur le plateau. Hein.
Mais voilà, c'est pour essayer d'avoir cette fois-ci, allez, tous les acteurs réunis, hein, à la fois les gardiens, à la fois ceux qui sont en charge du développement, à la fois aussi ceux qui participent au niveau des études. Et moi, j'ai envie de vous poser la question là. Est-ce qu'on est un peu bien en phase tous les uns les autres? Est-ce que, tiens, Julien, ce que tu as pu entendre une fois que tu as fini la première séquence, tu as entendu parler un certain nombre de personnes, est-ce que voilà, tu partages? Chacun à notre niveau, on a nos problématiques et je pense que globalement, on arrive à se rejoindre sur la finalité de l'activité de montagne, quoi. D'accord. Alors ça, c'est le premier petit point de Julien. On va faire essayer d'apporter des réponses courtes, hein. Chloé, donc tu es passé en la deuxième séquence. Là, depuis, tu as entendu Victor Vial, Frédéric, tout ça. Donc, pour toi? Oui, de toute façon, on a tous le même objectif, hein, c'est de faire découvrir et partager le milieu de la montagne qu'on aime tous autant. Donc, je pense qu'on a tous les mêmes objectifs. Il faut juste voir comment aller ensemble vers ces objectifs et apprendre de chacun. Et il n'y aura que des bonnes choses qui pourraient en ressortir. Chose très intéressante que tu dis, Chloé. Il faut qu'on apprenne de chacun. Donc, il faut savoir s'écouter, d'accord, premièrement. Et puis, il faut aller ensemble. Donc, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, des fois, on a un peu tendance à être chacun dans la tête dans le guidon, d'être convaincu de ce qu'on fait, mais pas forcément de construire de manière très collégiale. Est-ce que c'est pas ça aussi, Victor, ce qui peut ressortir, c'est que la filière, si on peut parler de filière, hein, doit s'organiser et qu'en fin de compte, tous les acteurs doivent se mobiliser? Oui, en tout cas, nous, ce qui avait été clairement défini à la fin de l'étude, c'était de dire dans les conditions de réussite, si on veut vraiment que la filière, entre guillemets, montagne, elle soit pertinente, il faut que tous les acteurs qui la composent puissent aller tous dans le même sens. Et c'est tout le sens du collectif Savoie-Mont-Blanc qui a été lancé il y a maintenant quelques mois, qui regroupe vraiment tous les acteurs, les hébergeurs, les gardiens de refuge, les fédérations, les accompagnateurs. Donc, pour travailler sur la communication, pour travailler sur, tu en as parlé, les niveaux de difficulté, pour travailler sur le développement de l'offre, l'infrastructure, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment intéressant et qui a, en plus, qui a été répondu positivement, dans le sens où, quand on a lancé ça à la fin de l'étude, on ne savait pas trop comment ça allait réagir. Et ce qui a été vraiment intéressant de constater, c'est l'adhésion qu'il y a eu par l'ensemble des 80, les 100 acteurs qui étaient présents. On dit, nous, on veut y aller, on veut effectivement travailler tous dans le même sens. Alors après, il y a des spécificités, il y a des territoires particuliers, des territoires de plaine, des territoires de montagne. Peu importe, l'important, c'est de travailler sous un même chapeau et puis après décliner en fonction des spécificités des territoires, des acteurs. Mais au moins, on a une vision partagée sur le territoire. Ça, c'est assez intéressant à mon sens. Donc, Frédéric, si j'entends bien Victor, le chef de file, c'est Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et un acteur comme la Fédération française des clubs alpins et de montagne est présent aux côtés de Savoie-Mont-Blanc Tourisme pour travailler justement dans cette dynamique. Oui, tout à fait. Je pense que c'est indispensable. Tout seul, on n'avance pas. Et effectivement, ce qui fait la force, hein, de toute façon, d'un point de vue général dans la vie, c'est la force du collectif. Et après, c'est simplement une différenciation de l'offre qui va orienter le choix des clients, entre guillemets. Donc, voilà, je pense que si collectivement on s'apporte, on va développer un ensemble et puis après, ce sera juste un choix qui sera fait soit d'un espace géographique, soit d'une activité particulière. Mais en tout cas, on pourra tous s'aider, oui. Et on doit s'aider. Donc, Julien, effectivement, tu vois un peu la dynamique en Savoie-Mont-Blanc, d'accord, où il y a différents acteurs qui participent sous l'impulsion, effectivement, des politiques. Vous, dans les Pyrénées, vous avez aussi ce travail collégial, partenarial. Vous discutez avec vos agences touristiques, vous mettez en place… Oui, on est tous très liés. Les ADT sont assez dynamiques et les gardiens de refuge sont très connectés avec ces structures-là. En plus, depuis qu'on est structuré, nous, au niveau associatif, on est invité sur toutes les réunions ou presque de
préparation et de développement. Donc, on est à l'écoute et on peut dire ce qu'on éprouve par rapport aux différents projets. Et on est aussi en contact un peu plus avec les politiques ou les acteurs locaux, ce qui quand même permet d'avoir une meilleure lecture pour nous gardiens que il y a 20 ans, par exemple, où on était très isolés. Et voilà, moi, je vois il y a pas mal d'interlocuteurs aujourd'hui, en tout cas qui sont à la FFCAM ou ailleurs, que j'ai déjà eu en réunion. Et c'est quand même, ça permet quand même des discussions plus ouvertes et plus claires sur l'ensemble des projets. Et c'est beaucoup plus constructif en tout cas. Et en tout cas, nous, gardiens, on peut plus facilement transmettre des informations aux autres gardiens pour que tout soit un peu mieux entendu, en tout cas, de chaque structure, quoi. Alors, Chloé, ton métier, c'est justement d'être dans le développement. Donc, effectivement, j'entends bien que pour réussir, eh ben, il faut arriver à travailler ensemble. Mais ça marche toujours très bien de marcher ensemble, ou des fois, il y a quand même des réelles difficultés. On n'est pas forcément sur la même temporalité. On n'a pas forcément les mêmes enjeux devant nous. J'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut dire qu'on va tous travailler ensemble. Ça paraît si simple, mais en fin de compte, on se rend bien compte que ce n'est pas si simple que ça. Oui, bah alors moi, c'est assez récent, mon expérience au sein de la fédération, donc je ne serai sûrement pas la mieux placée pour répondre à cette question, mais ce que je peux voir jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une réelle volonté de tout le monde, mais que dans la pratique, en effet, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. La communication, elle peut être très bien engendrée, mais des fois, une chose peut faire qu'il y a une information qui n'est pas bien passée, et du coup, derrière, les discussions sont différentes, mais je pense que tant que la volonté est là, de toute façon, tout le monde veut faire correctement, tout le monde pense faire correctement. Donc, je pense que la communication, c'est le point clé qui sera toujours à améliorer et qui sera toujours à mener, où on aura toujours du travail à faire. Mais voilà, après, c'est pas pour autant que certaines personnes, comme le disait très justement Victor, avoir une communication au début, et puis après, avec les intérêts de chacun, les sensibilités des autres, axer sur des actions plus précises, et puis voilà. Alors moi, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais bon, c'est normal, il faut que je vous provoque un petit peu, parce que je connais très très bien le dossier refuge en famille, mais on voit bien qu'actuellement, les choses se complexifient. On voit bien qu'on a une stratégie à la fois de Savoie-Mont-Blanc de mettre en place une marque qui s'appelle Refuge Excellence, le Parc National qui est aussi dans des injonctions de l'État pour mettre en place sa marque Esprit National Esprit Parc National, excusez-moi. La FFCAM qui joue avec sa dynamique et son dispositif refuge en famille. Tout le monde a un même objectif, mais on voit bien que des fois, les chemins que les uns en prennent par rapport aux autres ne sont pas toujours les mêmes. Et des fois, on a du mal à agréger l'ensemble de ces dispositifs. Chloé, un petit mot par rapport à ça, ou une abstention complète? Non, le sujet, on est en plein dedans, donc je pense qu'on ne peut pas avoir de visibilité assez concrète pour s'exprimer dessus, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est tout. Après, est-ce qu'on le trouvera, comment on le trouvera, c'est tous les sujets justement d'avoir une communication et une réflexion commune qui est importante. Donc en fin de compte, il faut arriver à se mettre d'accord sur un dénominateur commun. Et forcément, les enjeux peuvent être différents suivant les uns et les autres. Et puis dire, sur ce dénominateur, on va se concentrer, on va se faire en sorte de le faire évoluer. Victor qui a demandé la parole, je te la donne. Ouais, je voulais simplement dire un mot par rapport à ça. Je pense que, en tout cas, pour parler par rapport à la démarche du collectif Savoie-Mont-Blanc, ce qui était intéressant, et je pense que c'est ce qui guide aussi les différentes démarches, c'est de partir de l'usager, en fait, de partir de la personne qu'on cherche à accueillir, de ses attentes, ses besoins, et puis après d'orienter, comme l'a très bien dit, comme l'ont très bien dit tout à l'heure les gardiens, d'orienter un peu, d'adapter un peu notre offre en fonction des évolutions aussi de ces gens-là, de qu'est-ce qu'ils attendent. Et finalement, après, la déclinaison des actions, même si on a un peu des chemins
différents les uns les autres, elles devraient converger, quoi. Voilà, vraiment par cette attention à répondre aussi aux spécificités, aux problématiques de nos clients et pas seulement pousser nos données et notre savoir-faire technique, quoi. Il faut quand même faire attention, excusez-moi, je prends la parole, de ne pas multiplier les marques et les labels, parce qu'à un moment donné, le public, le client, il va s'y perdre, quoi. Il ne va plus comprendre à quoi correspond quoi. Tout à fait. Alors, j'ai un petit message sur le chat qui est arrivé de Hervé Bélissant qui dit « Tous travailler ensemble et pourquoi pas aussi les bénévoles initiateurs de la FFCAM ». Donc, Camille lui a apporté une petite réponse. Bien sûr, les bénévoles, comme le disait Frédéric et Michel Villas tout à l'heure, sont très présents dans le fonctionnement de la FFCAM et ils ont été présents notamment quand il a fallu se mobiliser très fortement pour mettre en place le protocole sanitaire Covid sur nos établissements, donner l'information, tout ça. Donc, bien sûr, ils ne sont pas oubliés. Mais c'est vrai que c'est une des particularités quand même, c'est qu'on sent quand même que ce volet promotion, valorisation, d'accord, pour l'instant, à mon sens, et c'est peut-être, vous avez peut-être apporté des éléments contraires, est quand même assez porté actuellement par des professionnels qui sont en poste au sein de la Fédération française des clubs alpins de montagne. Frédéric ou Chloé, un petit mot par rapport à ça ? Je pense que effectivement la communication, il faut qu'elle soit concertée, il faut qu'elle soit adaptée, et c'est un réel travail. La communication, c'est un réel métier d'être communicant et de bien communiquer, parce que autrement ça peut être avoir l'effet inverse et être désastreux. Donc effectivement, on a recentré, et c'est une très bonne chose qu'elle soit engagée par des professionnels. Néanmoins, Chloé en a fait, a sollicité l'ensemble des acteurs bénévoles. Donc, il y a quand même des remontées du terrain qui se font. Et comme on parlait de travailler tous ensemble, il y a un travail en concertation et en relation qui est fait entre les bénévoles et la fédération. Donc, non, je ne suis pas choqué que la communication soit faite par des professionnels. Je trouve ça même adapté, on va dire. Alors, écoutez, ça fait déjà 1h26 que cette table ronde a démarré. J'aimerais pouvoir redonner la parole quelques instants à l'ensemble des intervenants, une manière de clôturer cette 1h30 d'échange. Si vous avez un mot à retenir de tous les propos qui ont pu être partagés, ou deux, je ne veux pas être trop réducteur, et ben voilà, je vais déjà donner la parole à Julien, Chloé, Victor et Frédéric. Ensuite, je vous demanderai de quitter le plateau et on fera rentrer Camille, Cécile, Tim, Rosen, Jean-Luc. Voilà. Julien, en quelques mots, là, c'est la dernière prise de parole avant d'arriver sur le mode conclusion. Ouais, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis gardien de refuge. Je suis pratiquant depuis plus de 40 ans des refuges. J'ai envie de dire que j'ai vu une évolution de mon métier et qu'aujourd'hui, avec l'évolution, nouvelle évolution du public, on est à, comment dire, au début d'une nouvelle évolution du métier. On va dire que notre métier va encore évoluer. Il va falloir que nous, on voit les choses un peu différemment, qu'on change peut-être nos pratiques professionnelles pour s'adapter un peu, tout en gardant notre vision de l'activité de montagne. Voilà. En tout cas, merci Julien. Chloé, un petit mot de la fin? Alors, un petit mot, je dirais, alors pourtant il y en a beaucoup, mais je dirais adaptation. Adaptation au public, adaptation à l'environnement, adaptation au changement. Donc, voilà. Là, c'est un maître mot actuellement. Il faut savoir s'adapter pour pouvoir continuer. Ça, c'est sûr. Merci en tout cas, Chloé. Merci. Victor, moi, pas grand-chose, simplement merci David pour la qualité de ton animation et pour l'invitation. Et je suis très content de voir qu'il y a un partage d'une vision et de valeurs qui s'est créé au cours de l'ensemble des interventions. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Voilà, merci à tous. Alors, avant de donner la parole à Frédéric, merci à Camille, à Cécile, à Rosen, à Jean-Luc de remonter sur scène. Je vais donner la parole à Frédéric.
Si je peux résumer ce qu'on a dit finalement et ce sur quoi on est tous d'accord, hein, c'est que on participe tous ensemble de manière collective à faire vivre finalement une expérience unique à nos hôtes, et peu importe la sortie ou le sommet qui sera réalisé. Donc c'est faire vivre une expérience et on peut se féliciter collectivement d'apporter ça aux gens, surtout en ces temps difficiles. Merci Frédéric qui reviendra pour le mode de conclusion tout à l'heure. Cécile, retour sur cette 1h30 d'échange. Allez, assez rapide. Oui, je dirais, je mettrai en avant aussi le mot savoir s'adapter, mais je mettrai un petit point de vigilance. Attention à la montagne consumériste. Voilà. Et je mettrai en avant l'importance de la transmission de la culture montagnarde, ce qui me paraît quand même primordial. Voilà. Merci Cécile. Jean-Luc, pour le parc national de la Vanoise. Oui, donc moi je dirais également, pour poursuivre dans votre sens, attention également à l'environnement de cette montagne, hein, ça va exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a des équilibres à trouver. Je pense qu'on y est tous très sensibles, donc voilà. Et puis surtout, ce que je voulais retenir, c'est qu'avec tout ce qui s'est dit, il faut se rappeler qu'au mois de mai, au mois de juin, on avait des doutes phénoménaux sur ce qu'allait se passer cet été, que tout le monde y a laissé beaucoup d'énergie dans nos différents organismes, les gardiens aussi, qui ont eu quand même un été quand même assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis qu'avec le recul, moi je suis très très content de ce qui s'est passé cet été, des réflexions que ça implique déjà, que ça va impliquer pour les années à venir. Mais je suis vraiment content, avec tout le stress et les angoisses qu'on avait eues après le post-confinement, d'avoir vu cet été, peut-être qui n'est pas exceptionnel pour les gardiens, mais au moins qui s'est déroulé dans les conditions les moins pires possibles. Merci Jean-Luc. Et merci à toi David. Et Rosane, on va finir par les Pyrénées, parce que je crois que Tim n'est pas là. Ou s'il m'entend, Tim, ce serait bien qu'il puisse monter sur scène. Moi, je dirais communication, mais je dirais aussi adaptation. Mais le gardien, par son métier, a une faculté d'adaptation énorme, puisque ça fait partie de nos qualités, je dirais, vu le travail que l'on fait. Après, la communication, elle est importante. Et même si on est là-haut, isolé dans notre montagne et dans notre refuge, il faut vraiment faire attention à comment on communique et ne pas... Je crois qu'on a un petit souci technique avec Rosane qu'on a perdu là. Rosane, pour l'instant, elle est un peu figée. Alors, je vais donner la parole à Camille. On va attendre de voir si la connexion se remet comme il faut. Camille ? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien, Camille. Ok, d'accord. Alors, j'ai un petit souci. Moi, je voulais juste rajouter, pour clôturer, un autre mot. Du coup, ce serait plutôt la coopération, puisque on voit bien qu'on est tous un petit peu indispensables dans les différentes décisions qui vont se prendre et qui doivent se prendre pour accompagner la valorisation et la promotion, et puis l'accueil tout simplement du public en refuge. Voilà. Coopération. Merci Camille. On va redonner la parole à Rosane. Ça y est, je pense qu'il y a une meilleure qualité. Tu nous entends ? Oui, je vous entends. Désolée, ça a coupé. Non, je vous disais juste que voilà, qu'on s'adapte nous en tant que gardiens facilement parce que c'est dans nos cadres de notre métier. Mais la communication est importante, mais il faut savoir la faire du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Voilà. Très bien. Merci Rosane. Et Tim, qui nous a rejoint aussi. Donc, un petit mot, Tim, par rapport à tous ces échanges. Donc, ouais, bien d'accord sur la communication, bien sûr. Et juste un petit point sur le respect de l'environnement. Malgré cette nouvelle clientèle qu'on a eue cette année, et je crois qu'on est d'accord avec les gardes du secteur, on n'a pas remarqué de déchets plus que d'habitude sur le chemin, voire presque moins. Voilà. Donc, finalement, cette nouvelle clientèle, je pense qu'elle s'adapte assez vite aussi, quoi. Et ça, c'est une belle conclusion. Merci, Tim. Donc, écoutez, on est arrivé à la fin de cette table ronde.
moi, j'ai envie de partager avec vous deux idées fortes que j'ai pu noter sur mon papier. Je vais demander à Frédéric de me rejoindre pour clôturer cette table ronde. Vous avez été à peu près plus d'une trentaine de personnes à la suivre et on vous remercie bien. Moi, je pense qu'effectivement, on parle d'un tourisme nouveau parce que c'est un touriste qui veut vivre une expérience qui est dépaysante, hybride, à forte dimension émotionnelle, simple et vraie. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Et puis, en termes de méthodo, en termes d'objectifs, de stratégie, je crois que le collectif d'acteurs, il est essentiel. Il faut vraiment qu'on continue parce que je crois qu'on a déjà progressé. Il y a eu un développement, ça c'est sûr. Le métier d'avant, ce n'est plus le métier d'aujourd'hui. Donc, continuer à travailler ensemble et même persévérer. Il faut aussi effectivement savoir trouver nos compromis, trouver nos dénominateurs communs pour faire en sorte qu'on puisse construire une montagne demain qui soit pleinement profitable à tous et pour tous, dans les respects de l'environnement, bien évidemment, mais aussi de la citoyenneté. Pour terminer cette table ronde, je vais donner la parole à Frédéric, mais permettez-moi aussi, avant de dire un grand merci à tous nos intervenants qui ont bien joué le jeu, et ce n'est pas forcément facile, parce que c'était une première de vivre cette table ronde en distanciel, en webinaire. Merci aux participants, je suis surpris quand même de voir une trentaine de personnes qu'on puisse suivre la table ronde. Et j'ai eu bien le plaisir de voir vos messages et je salue bon nombre que je connais. Et bien, je voudrais dire deux mots aussi par rapport au syndicat national des gardiens de refuge et Gilles d'Étape qui a joué pleinement son rôle en disant on sera présent dans cette table ronde. Et je salue les collègues du Parc national de la Vanoise qui répondent toujours présents à nos invitations. Frédéric, c'est normal, président oblige, le mot de la fin est pour toi. Eh ben, je vais juste réaffirmer deux choses qui me paraissent très importantes. C'est déjà notre attachement aux gardiennes et gardiens de refuge et aussi à nos hébergements de montagne et notre attachement à faire découvrir la montagne au plus grand nombre. Voilà, pour ce qui est de nos objectifs, et je crois qu'ils ne changeront pas. En tout cas, en Savoie, ils demeurent ancrés. Et puis, bien sûr, comme toi, je remercie l'ensemble des participants qui nous ont suivis pendant cette heure et demie, tous les acteurs de la table ronde, Montanea qui a organisé ce film dans ces conditions nouvelles, le Parc national de la Vanoise, l'association des gardiens de refuge et gîtes d'étape, tous les salariés de la fédération qui étaient présents, peu importe l'entité qu'ils représentent, et aussi les bénévoles, même s'ils ne sont pas là, tous ceux qui font que les refuges d'une entité ou d'une autre puissent exister. Je tenais aussi à les remercier. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Eh bien, écoutez, voilà, fin de la table ronde. Merci. Si vous voulez réagir encore sur quelques questions par rapport notamment à la manière dont vous avez vécu cette table ronde, voilà, c'est toujours intéressant pour nous que vous nous fassiez un petit retour, très très simple, si ça a été plutôt sympa, pas sympa, ennuyeux, voilà, qu'on sache pour qu'on puisse faire la prochaine fois. Merci à tous, bonne soirée et surtout, bel été!